me souviens d'un enfant de 10 ans qui a été tué devant notre porte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nous évacuer? Dans le centre-ville dévasté de Kigali, 70 orphelins retranchés tentent de survivre en se préparant au pire. Entre les rebelles qui pilonnent la ville et les miliciens en quête de nouveaux massacres, Kigali est à feu et à sang. La plupart de ces enfants ont vu leurs parents massacrés sous leurs yeux. D'ethnie Hutu ou Tutsi, s'ils sont encore en vie, c'est grâce à la présence continue à leur côté de Marc Vetter, le responsable de cet orphelinat. Marc est l'un des très rares Français à avoir refusé de quitter le pays au péril de sa vie. Alors là, on est en train de creuser parce qu'il y a des tirs d'obus et on a peur des éclats. Mais nous sommes aussi en train de creuser parce qu'on a très peur que le front patriotique rentre en ville, si bien qu'on veut se protéger des balles perdues. Alors, naturellement, c'est une mesure qu'on prend, mais on ne sait pas quoi. Et puis on entend les coups de grenade de plus en plus, quoi. Je crois que ça nous panique tous. Une prière avant le repas du soir. C'est la nuit que l'angoisse est la plus pesante. Les bombardements se calment, mais une autre menace bien plus terrible plane sur l'orphelinat. Les milices Hutus saccagent la ville à la recherche des rares Tutsis encore en vie. Marc a réussi jusqu'à présent à décourager les tueurs, venus plusieurs fois aux portes de l'orphelinat. À quelques centaines de mètres de là, alors que nous tournions ces images, un centre d'accueil a été pillé et une dizaine de femmes Tutsis massacrées à coups de machette. J'ai très peur de la nuit. Enfin, peur de la nuit. Disons comme on ne voit rien du tout. Et comme, si tu veux, les gens parfois en profitent, soit pour piller, soit pour... Je crains la nuit. On ne peut pas dire qu'on va dormir tranquille. Les premiers temps, on a eu des gens avec des grenades et puis des machettes. Une fois, c'était aussi grenades et puis mitraillettes. On en a eu 4 qui ont voulu s'en prendre aux enfants. Mais là, c'est pareil. Je ne sais pas comment j'ai pu faire les choses. Je ne sais pas. J'ai été leur dire bonjour et puis je leur ai dit que j'étais français, que j'étais là pour les enfants. Et donc, on les a calmés. Avec l'arrivée de l'aube, s'éloigne la peur des massacres. Alors parfois, lorsque les artilleurs du SPR accordent quelques heures de répit en cessant leur bombardement, Marc en profite pour tenir son journal. La chronique du véritable cauchemar que vit Kigali depuis maintenant plus d'un mois. Je suis là en train d'écrire dans la peur ou avec la peur, les coups de feu retentissent et on ne peut savoir ce qui peut s'en suivre. Je mets les enfants dans un couloir avec des matelas contre le mur afin qu'ils puissent être mieux protégés au cas où. Mon problème, c'est de cacher la nourriture, de faire croire que nous n'avons rien à manger et que c'est le soir que des gens nous apportent de quoi tenir. Et puis, je n'ai plus rien acheté de peur que les gens s'imaginent que j'ai de l'argent. Nous avons si peu, 30 000 francs rwandais, mais si je commence à acheter quoi que ce soit, les gens penseront que, et en plus étant blanc, que j'ai de l'argent et viendront nous attaquer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nous évacuer, ça c'est sûr. Attends, pardonne-moi. Mais c'est vrai qu'on est tellement... Nous sommes tellement... comment dire... On est tellement menacés tous les jours. On ne sait jamais... on ne sait jamais si on va passer la nuit ou
Si on ne va pas nous forcer les portes, tu vois. Alors on est très tendu. Et puis par rapport à ce qui s'est déjà passé, par rapport à tous ces massacres, on se dit, bon, ça, un massacre de plus, bon, ils s'en foutent. Voilà, alors ici, il y a eu des tués ici, vous le voyez. C'est terrible. C'est les tués du deuxième jour, disons le vendredi, 8 je pense. À l'autre bout du centre-ville, le père Blanchard vit lui aussi retranché dans sa paroisse. Lorsque les massacres ont commencé, le missionnaire a ouvert son église à plusieurs centaines de réfugiés terrorisés. Le lendemain, militaires et miliciens en ont forcé les portes. Tout ce qui ressemblait à un Tutsi a été massacré. Le père Blanchard comptera 15 morts. Alors ici, les gens étaient donc réfugiés, surtout dans la journée c'est dans la journée du jeudi, au lendemain de l'accident ou de l'attentat contre le président. Et les gens sont venus se réfugier, toutes ethnies confondues d'ailleurs. Ils étaient ici aussi bien Hutus que Tutsis. Ce sont des photos de gens qui étaient ici. Je l'ai même dit aux militaires qui étaient ici, mais tu vas même tuer des parents de tes amis, de tes copains qui sont au combat, parce qu'il y en a qui étaient réfugiés aussi ici. Les gens sont venus se réfugier indistinctement. Pour eux, l'Église représentait un espoir, une sécurité. Oui. J'ai vu des gens tués tantôt par balle, tantôt par coup de couteau, tantôt par coup de gourdin. C'était insoutenable. Je me souviens aussi beaucoup de cris. Je me souviens d'un enfant de 10 ans qui a été tué devant notre porte et qui appelait au secours et qui criait. Et nous étions impuissants parce que nous ne pouvions pas sortir sans mettre en danger les gens qui eux-mêmes étaient avec nous et nous-mêmes par la même occasion. 55 enfants et quelques femmes vivent barricadés dans la paroisse. Avec son collègue allemand, le père Otto, le père Blanchard les a sauvés jusqu'à présent d'une mort certaine. Comme pour l'orphelinat de Marc Vetter, la Croix-Rouge parvient à maintenir tant bien que mal le contact avec le père Blanchard. Quelques sacs de vivres par semaine permettent à la petite communauté de survivre. Celle-ci, c'est la petite qui est venue me trouver à l'église, devant l'église, au milieu des militaires, en disant « Padre, Padre ». Et puis alors, je l'ai prise, personne ne m'a rien dit, on est restés ensemble. Hein? Elle était seule? Elle était seule, oui, toute seule à ce moment-là. On dit que son papa aurait été blessé, qu'il serait à l'hôpital, mais sa maman, aucune nouvelle. Ici, c'est notre chapelle, habituellement notre chapelle de communauté qui est transformée en dortoir pour les petits-enfants. Et voilà, c'est toute cette petite... Oui, ça fait 1 mois et demi que ces enfants n'ont pas pu mettre le nez dehors et voir le soleil pratiquement, sauf à travers les vitres. Moi, je me pose la question constamment pour ces enfants, comment est-ce qu'ils vont sortir de cette épreuve, avec quel changement. À 70, dans une maison de 3 pièces, Marc Vetter doit parfois laisser sortir les enfants dans le jardin, malgré les risques, le temps d'une courte récréation. C'est un petit bébé que lorsque les gens couraient tous pour aller le 8-9 mai, eh bien, il y a une dame qui nous l'a presque jeté, tu
vois. Voilà. C'est un rescapé. Comment il s'appelle? Lucien. C'est toi qui lui as donné le nom? Oui. Et moi, je lui ai donné le nom rwandais, Ouimana. Ouimana Lucien. Et elle s'appelle Lucie. Voilà. Elle nous a été donnée comme ça par-dessus la barrière, je crois aussi. Oui, par-dessus la barrière. Vous avez reçu beaucoup d'enfants comme ça la nuit, la fameuse nuit? Ah oui, il y a une vingtaine à peu près d'enfants. Et puis après, si tu veux, on avait des enfants pratiquement tous les jours. Hein. Le nombre croissait tous les jours. Elle a reçu un coup de machette. Ici, là. On voit bien. Et de la part de qui alors? Ça, le 8 et le 9 mai, hein. On ne peut pas savoir. Ses parents ont été tués, bon, elle a été... Ils n'ont pas hésité à tuer, massacrer des enfants? Oui. Ah oui, il y a des enfants qui ont été massacrés aussi. Hein. Tu as des enfants à qui on a coupé les bras, par exemple, ou les jambes, tu vois. Et puis, on ne sait pas. Là, c'était vraiment l'horreur pendant des jours et des jours. Dernièrement, il y a une dizaine de jours, on a été tué 15 personnes qui étaient à l'école, des enseignants. Alors jusqu'où? On se demande jusqu'à quand. Les Européens vivant au Rwanda ont été évacués aux premières heures des massacres. Lorsque les militaires français viennent chercher Marc, il réunit tous les orphelins autour de Claude, l'aîné des enfants. Marc veut les emmener avec lui, les mettre à l'abri. Mais la consigne des militaires est claire, pas question d'évacuer les enfants. Seul Marc bénéficie de la protection française. À un moment donné, j'ai failli partir. Et il y a 2 enfants qui ont pleuré. Et Claude a pris la parole, il a dit « S'il s'en va, on est tous morts ». Et là, quelque chose s'est passé. Je pense que j'ai entendu sa profonde détresse et toute la confiance aussi qui reposait sur ma personne. J'ai dit tant pis. Et puis, je n'ai pas pu. Je dis souvent d'ailleurs que si j'étais parti, ma vie aurait été complètement morte. Chez le père Blanchard, le téléphone ne cesse de sonner. Quelques Tutsis encore vivants se terrent dans Kigali. Ils ne savent plus à qui demander protection. Terrible cas de conscience pour le père Blanchard. Comme pour Marc Vetter, pas question d'accueillir des adultes Tutsis dans ses murs sans risquer la vie des enfants. Il ne peut que les encourager à rester cachés en attendant que les massacres cessent. C'est des gens qui sont en danger, qui sont réfugiés dans une famille, qui estiment maintenant que la famille est en danger et qui veulent que 5 personnes réfugiées chez elles quittent et partent. Et alors évidemment, ces 5 personnes sont menacées. Donc, menacées, elles ne savent pas où passer, elles ne savent pas où aller. Elles demandent si on peut faire quelque chose pour elles. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Eh bien, pour le moment, j'en sais rien du tout. Vous savez, on agit à seconde après seconde, j'allais dire minute après minute, parce que ce sont des situations tellement difficiles et on risque toujours de mettre en danger non seulement ces personnes qu'on voudrait aider, mais aussi celles qu'on aide déjà, les enfants, les nombreux enfants que nous avons et les quelques femmes que nous avons. C'est dur. Tout à fait, oui. C'est épuisant. C'est très dur de voir comment un pays peut aller vers l'autodestruction et se démolir complètement. Pour les genoux, pieds, 1, 2, 3. Cours de français à l'orphelinat de Marc Vetter. Il faut occuper au maximum les enfants à l'intérieur de la maison. Dehors, la rue appartient aux miliciens Hutus, les tueurs armés de machettes qui ont dressé des barrages tous les 200 mètres. Comme le père Blanchard, Marc sait bien qu'un jour ou l'autre, les tueurs reviendront. En étant resté, eh bien, ça a permis
une autre façon de voir la vie. Dans cet instant où on va mourir. C'est vrai que quelque part, humainement, j'ai envie de vivre parce que j'ai envie de continuer à contribuer, à aider ces enfants. Et de l'autre, bon, bah, il faut se faire quand même une raison. Je crois que je dis bon, que personne n'est indispensable en fin de compte, mais chacun fait ce qu'il peut, selon ses moyens, selon ses convictions aussi. Mais c'est vrai, quand on voit ces enfants, ben, je crois que tu as envie de vivre pour essayer de continuer à leur apporter des choses. Croire en Dieu, croire en l'homme. C'est peut-être croire en l'homme qui m'est le plus difficile quand je vois ce qui s'est passé. Mais je fais tout ce que je peux pour essayer de me souvenir des faits avec le plus de précision possible. Parce qu'il me semble qu'une catastrophe comme celle-ci, des massacres comme cela, on n'a pas le droit de les oublier. C'est une terrible leçon, terrible. Où la peur, la suspicion, la méfiance peuvent nous conduire.